Dans la société occidentale aujourd'hui, être vierge est toujours problématique. On a construit un discours sur la virginité et on a agi à travers la virginité pour resserrer et contrôler le corps des femmes dans la sphère privée. Mais ce que ce livre tente de faire, c'est justement de montrer que la virginité n'a jamais été une affaire privée, que la virginité a toujours été une affaire politique. De par la façon dont la virginité a été manipulée comme signe, l'hymen ou pas l'hymen, comme action, donc contrôler le corps, imposer l'âge du mariage, avoir des conséquences légales, c'est-à-dire être protégé ou non par la loi, donc par ces institutions, mais aussi imaginaire, parce que la mythologie ne vient que faire une chose, elle vient nous rappeler qui nous sommes par-delà les textes. Donc si je m'attarde plus particulièrement à l'Antiquité, la virginité avait un sens qui était pluriel. Donc on peut même dire un sens en puissance. Parce qu'on utilisait un concept qui s'appelle le concept de parthénos. Le concept de parthénos lui-même est neutre, c'est-à-dire que le genre est neutre et pluriel. Alors, par exemple, quand on pense à la figure d'Antigone, Antigone est une parthénos parce qu'elle n'a pas encore atteint le statut de femme adulte par le mariage, mais d'autres figures, comme par exemple Oreste et Électre, est aussi un parthénos parce qu'il n'a pas encore atteint le stade d'adulte par la guerre. Antigone est une figure particulièrement probante quand on se met à réfléchir à la parthénos en puissance, donc à la Vierge en puissance, parce qu'elle se situe à la lisière entre la famille et la cité. Elle est à un stade de sa vie où il faut qu'elle arrive à un autre statut qui est plus acceptable. Et c'est au même moment où elle arrive presque à ce statut qu'elle a une revendication, la revendication de protéger son frère, n'est-ce pas? Elle est probablement le prototype de ce qu'on peut penser de l'adolescente ou la vierge rebelle. C'est-à-dire qu'en effet, elle n'est pas encore mariée, elle revendique quelque chose qui est inacceptable face à la loi de Créon, et elle est significative pour notre mythologie ou notre imaginaire de la jeune fille parce qu'elle est justement, elle doit advenir par son rite de passage à autre chose et être domestiquée. Il y a par contre d'autres figures qui se situent dans le par-delà de la virginité binaire, comme ça par exemple des Érinies. Les Érinies sont qualifiées par Apollon comme étant des vierges abominables. Elles sont des vierges abominables, elles n'ont jamais été mariées, elles sont vieilles et elles protègent la loi du sang donc de la famille. Et elles sont inacceptables face à la loi parce qu'elles n'ont jamais pu, aboutir à un autre statut. Elles sont demeurées dans ce statut inclassable, mais en vieillissant, à rester vierges. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on se met à réfléchir, donc on les connaît comme étant Érinies, mais on les connaît aussi comme étant Euménides. Elles ont été domestiquées éventuellement, parce que la loi ne peut pas accepter qu'elles demeurent vierges abominables. Elles doivent éventuellement être domestiquées. Ce qui est fort intéressant, c'est que les dieux divins vierges ont aussi dit que la seule façon d'arriver à un équilibre, c'est de faire en sorte que les Érinies deviennent des Euménides par la création et la prolifération et le pouvoir de la loi terrestre. Donc c'est la loi terrestre qui métaphoriquement transforme les Érinies en Euménides. Mais on ne l'a pas vu par défloration, on l'a vu par
force de loi. Le sous-titre de mon livre est contradictoire. Jeune fille et sans âge. Quand on pense aux jeunes filles, on pense automatiquement qu'elles ont un âge spécifique. C'est-à-dire que soit elles sont adolescentes, donc si on pense à la façon dont on construit l'âge de l'adolescence aujourd'hui, c'est entre 12 et 18 ans, ou elles sont enfants. Donc là, on commence le spectre. Le spectre commence quasiment à la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Et après ça, à côté, il y a l'autre partie du sous-titre qui est sans âge. C'est-à-dire que comment se fait-il, comment peut-on réfléchir à quelque chose qui est limité avec quelque chose qui est infini? Comment se fait-il que c'est possible de réfléchir aujourd'hui par la littérature, par exemple, mais aussi par la médecine et la loi, à la possibilité de sortir des limites de l'âge pour réfléchir au potentiel des jeunes filles? Et éventuellement, je pense que le lien, ce qui soude ces deux conceptions contradictoires, c'est justement le concept de parthénos. Pourquoi? Parce que le concept de parthénos nous amène à réfléchir aux Érénies, qui sont des vierges abominables, vieilles, qui ne meurent pas parce qu'elles appartiennent à un autre monde, aux déesses et aux dieux, mais aussi aux enfants, aux adolescents. Alors, est-ce que la virginité est positive ou est-ce que la virginité peut être positive? Je pense, à mon avis, que la littérature, et plus particulièrement quand on réfléchit aux œuvres tragiques et éventuellement à la littérature contemporaine, nous amène à pousser les possibilités de la virginité dans la sphère du pouvoir, par exemple, de choisir le moment. Donc, si on veut maintenir notre statut de vierge ou si on veut ne pas se définir par la virginité, par exemple. Mais veut pas que les sphères du capitalisme, les sphères socio-économiques du capitalisme, les sphères de la religion, les sphères de la médecine et de la loi font en sorte que c'est extrêmement difficile de prendre possession de soi-même et de son propre corps quand on sait que ces structures ont énormément de pouvoir sur nous. Très rapidement, par exemple, au 19e siècle, lorsqu'émerge une discipline très, très importante qui est la médecine juridique ou la médecine légale, émerge aussi une nouvelle profession. Ce sont les médecins légistes ou les médecins juristes. Et au 19e siècle, on a donc besoin, dans la création de textes juridiques et dans la prolifération de cas de viol de jeunes femmes ou de femmes plus jeunes ou éventuellement plus vieilles, de savoir comment elles ont réellement été et pourquoi elles ont réellement été violées. Et on utilise de plus en plus le terme « hymen » pour justifier qu'il y a réellement eu rupture de l'hymen avant le mariage, donc qu'il y a eu viol. Donc l'hymen devient le moyen par lequel les médecins juristes viennent investiguer le corps de la jeune fille pour s'assurer qu'il y a réellement eu rupture, pour éventuellement justifier les cas de crime. La virginité des hommes a certainement est inscrite dans un processus politique, mais il y a deux choses que je retiens quand je réfléchis à la virginité masculine, ou la virginité des hommes. D'une part, c'est que par la virginité, on a créé donc celui qui agit et celui qui subit. Donc celui qui agit l'homme et celle qui subit la femme. Donc pénétration. Dans l'histoire de la virginité, on a peu réfléchi à la virginité des hommes. C'est-à-dire qu'on a pris pour acquis que la virginité concernait seulement les femmes. Ce qu'on voit très récemment avec les nouvelles recherches d'historiens, par exemple, comme Jonathan Allen, c'est que, et aussi à travers l'avènement des queer studies, ou des études queer, c'est que la virginité peut en effet concerner les hommes,
quand on se met, par exemple, à réfléchir à l'anus. Donc, dans la relation de la première fois, si on réfléchit à la virginité par-delà le paradigme hétérosexuel, comment penser donc les orifices, donc pas seulement le vagin, mais aussi l'anus, pour réfléchir à la façon de penser à la virginité masculine, la virginité des hommes, mais aussi par-delà la virginité des hommes, la virginité des personnes non-binaires. Est-ce que, par exemple, une personne qui se considère comme étant lesbienne est déflorée s'il n'y a jamais eu de pénis? Est-ce qu'une personne qui est transgenre, par exemple, redevient vierge? Est-ce qu'un homme perd sa virginité après sa première relation sexuelle anale? Est-ce que la virginité concerne de façon, cristallisée les zones érotiques, ou est-ce que la virginité concerne tout le corps et aussi tout le savoir que détient le corps? Par exemple, est-ce que nous sommes vierges dans notre imaginaire, dans notre imagination, ou est-ce que nous sommes seulement vierges quand l'autre vient nous toucher ou pas nous toucher? Donc, qu'est-ce qui se passe quand on sort des limites anatomiques ou quand on pense par-delà les limites binaires de l'anatomie? C'est d'autant plus important et à mon avis, il faut continuer à réfléchir à ça aujourd'hui. Il faut continuer à le réfléchir, d'autant plus quand on voit à quel point la virginité n'est pas une affaire strictement hétérosexuelle. Je serais particulièrement contente que de vieux hommes blancs puissent lire ce livre, comme de jeunes adolescentes et adolescents, mais éventuellement aussi que des juristes puissent le lire, que des médecins puissent le lire, qu'il appartienne à une discussion plus large et moins disciplinée et disciplinaire sur la façon de limiter le passage ou les rites de passage des adolescents et des adolescentes aujourd'hui et éventuellement des femmes et des hommes. Je m'appelle Eftia Michilakis, je suis professeure en études littéraires et en études culturelles à l'Université de Brandon au Manitoba. Je viens de faire paraître un livre qui s'intitule « La virginité en question » ou « Les jeunes filles sans âge ».